Et la question, c'est comment on fait pour réduire ce gap, entre ce fossé entre les croyances et les actions. Donc, comment on parvient à transformer une croyance en action? Comment on fait pour induire de l'action, du changement comportemental chez les individus? Bienvenue sur Meditalks, le podcast de la prévention santé. J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui sur Meditalks Valérian Chambon, chercheur CNRS en sciences cognitives à l'Institut Jean Nicot, un laboratoire interdisciplinaire attaché au département d'études cognitives de l'École normale supérieure. Titulaire d'une thèse en neurosciences cognitives, ses premiers travaux ont porté sur les troubles de la mentalisation, c'est-à-dire la capacité à se représenter les états mentaux d'autrui, chez les patients schizophrènes, puis chez les personnes présentant des troubles du spectre autistique. Plus généralement, il est spécialiste de la prise de décision, du sentiment d'agentivité et du contrôle de l'action. Il a mené ses recherches dans plusieurs grandes villes européennes, à Lyon, Londres, Genève, Paris, et ses publications récentes abordent des thématiques très actuelles comme l'influence de la fiabilité des systèmes d'aide sur le sentiment de contrôle, la manière dont les individus intègrent l'influence sociale dans leur jugement, ou encore les liens entre traits de personnalité et acceptabilité des technologies. Aujourd'hui, il concentre une partie de ses travaux sur un programme de recherche dédié à l'adhésion au comportement préventif en santé et à l'adaptation des messages de prévention aux préférences cognitives des individus, en collaboration notamment avec l'Institut Curie. Il produit en parallèle une ligne de recherche sur les effets de l'adversité précoce sur les troubles psychiatriques et les conduites à risque, en lien avec l'Institut du psychotraumatisme de l'enfant et de l'adolescent. Je suis ravi qu'il ait accepté mon invitation pour discuter de ses travaux et de sa vision des leviers cognitifs et psychologiques au service de la santé et de la prévention. Valérian, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Ben, avec grand plaisir, merci d'avoir accepté mon invitation. Donc aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses. J'aurais aimé structurer un petit peu les choses de la façon suivante. On va voir si on peut le faire. D'abord, peut-être un rappel des fondamentaux des sciences cognitives sur les capacités d'apprentissage et de prise de décision. Et puis ensuite, on va essayer de décliner ça sur les aspects de santé et de parler des travaux de recherche qui ont un lien avec la santé. Ouais. Et puis on terminera en ouvrant sur des questions plus larges. Mhm. Mais j'aimerais bien, si c'est possible, auparavant, comme c'est la tradition sur Meditalks, que tu nous racontes d'où tu viens et dans quel environnement tu as grandi. Alors, donc moi je viens de Lyon initialement, et donc il se trouve en fait que j'ai pas le parcours un peu classique des gens qui finissent en neurosciences cognitives. Donc, alors j'ai fait un bac art plastique, figure-toi. D'accord. Voilà, donc j'étais plutôt destiné en fait à faire des arts visuels. Ensuite, j'ai enchaîné finalement par une fac de philosophie. Donc, j'ai fait 5 ans d'études à la fac en philo, donc jusqu'au ce qu'on appelait le DEA à l'époque. J'ai même D'accord. passé le CAPES de philosophie. Et j'ai finalement décidé de revenir en sciences cognitives, alors pour une raison en fait assez simple, hein, c'est que souvent les débouchés en philosophie par la suite, quand on n'est pas prof, sont pas évidents. Donc, j'ai décidé de reprendre mes études en licence 3 en sciences D'accord. cognitives. Voilà, par ailleurs, c'est vraiment un domaine qui m'intéressait depuis toujours. Puis je suis allé jusqu'au doctorat, donc j'ai fait une thèse en neurosciences cognitives, puis un postdoc à Londres, à Genève, et j'ai ensuite eu un poste à Paris, donc en sciences cognitives. Donc D'accord. une formation initiale en philosophie, et puis ensuite une formation en sciences cognitives. Donc là, tu en es à 25 ans d'études à peu près, non? Ouais, Si je voilà, compte c'était bien. 26 peut-être. Ouais, ouais. Donc, de fait, en fait, j'ai eu ma thèse assez tard, comme j'ai ce double parcours. J'ai eu ma thèse à 30 ans, ce qui est un peu plus tard que la moyenne des jeunes doctorants. En général, c'est plutôt autour de 26 ans. Ouais. D'accord. Mais donc avec une approche pluridisciplinaire intéressante. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire? Si on reste quand même sur ta jeunesse, disons, et qu'est-ce qui t'a amené à faire ces choix-là? Ouais. Est-ce qu'il y a une influence de ton environnement familial ou entourage précoce? Est-ce que tu étais Ouais. sensible à ces sujets-là? Ouais, tout à fait. Ouais. Je pense que j'étais attiré par la philosophie parce que je trouve que mes parents, enfin, mon père en particulier, aimait beaucoup la philosophie. Ok. Et j'ai un peu grandi en fait dans l'ombre de figures tutélaires de la philosophie française, comme Jean-Paul Sartre par exemple, qui était un peu l'idole de mon père. Donc j'étais très tôt attiré, ou en tout cas, je ne vais pas dire conditionné, mais encouragé en fait à m'intéresser aux textes philosophiques. C'est une discipline par ailleurs que j'ai beaucoup aimé en terminale, donc j'étais en terminale L à l'époque, terminale littéraire.
Et j'ai voulu poursuivre ensuite à la fac, donc j'ai fait ces 5 ans de philosophie. Pourquoi est-ce que je suis passé en sciences cognitives? Parce que par ailleurs, je suis un très grand amateur de science-fiction. Et c'est vrai que dans les sciences cognitives, il y a cet aspect un peu prospectif, euh, à la fois de transformation de l'individu et d'interface avec la technologie. Donc, quand vous êtes amateur de science-fiction, c'est vrai que les sciences cognitives, naturellement, ça vous attire. Donc, il y a deux raisons pour lesquelles j'ai transitionné de la philosophie vers les sciences cognitives. La première, je pense, c'est que, euh, d'une part, j'étais intéressé donc par la science-fiction et donc des développements qui ressemblent à certains développements à certaines choses qu'on fait en sciences cognitives. Et par ailleurs, l'autre raison, en fait, plus théorique, c'est que j'ai travaillé, en fait, pendant ma maîtrise et mon débat de philosophie sur ce qu'on appelle le processus d'individuation en philosophie. C'est le processus par lequel les individus deviennent ou acquièrent des traits individuels, souvent à partir de ce qu'on appelle une réalité pré-individuée ou pré-individuelle, donc une réalité dans laquelle il n'y a pas de trait individuel, on ne peut pas la nommer, on ne peut pas nommer les traits de cette réalité. Et donc ce processus d'individuation, en fait, il a été souvent en fait décrit par Aristote à travers ce qu'on appelle le schème illémorphique. Bref, enfin, je ne vais pas m'attarder sur des détails techniques, mais disons qu'en philosophie, j'avais le sentiment, en travaillant sur ce processus d'individuation, qu'on manquait en fait certains outils pour dépasser ce que la philosophie avait proposé jusqu'à présent, et qui par ailleurs, à mon sens, en fait, était un peu bousculé par la psychopathologie, par certaines observations, certains troubles de l'individuation dans la psychopathologie. Donc je me suis dit, je vais aller faire les sciences cognitives pour essayer de poursuivre ce travail sur le processus d'individuation dans des pathologies où cette individuation, elle est perturbée, où l'individu est en particulier, enfin, est parfois un peu diffracté, où les traits individuels, les traits individuels eux-mêmes, en fait, sont difficiles à identifier ou se perdent. D'accord. Donc, ce que je comprends, je reformule juste, c'est que tu avais envie d'aller plus sur l'aspect scientifique déjà des Ouais, choses à partir de la philosophie pour aller creuser ces aspects-là. ouais, Et par ailleurs, effectivement, tu as choisi du coup de t'intéresser à en quoi les pathologies et ou les personnes qui sont en situation de pathologie vont nous renseigner sur le fonctionnement normal entre guillemets de la cognition ou ouais. et donc bah, on peut peut-être partir de ce point-là. Est-ce que tu peux nous rappeler effectivement bah, peut-être nous dire les fondamentaux en sciences cognitives si tu le souhaites et puis nous dire en quoi bah, l'étude de ces pathologies-là a pu éclairer en Ouais, fait le fonctionnement de notre cerveau. ouais. Alors, donc moi, je travaille, tu l'as dit tout à l'heure, hein, dans mon équipe, on travaille beaucoup sur la prise de décision, enfin sur les déterminants neurocognitifs de la prise de décision, de l'apprentissage et du contrôle de l'action. C'est-à-dire, on s'intéresse en gros à la manière dont les gens donc, implémentent les actions qu'ils estiment être appropriées pour réaliser les buts qu'ils se sont fixés. Mhm. Et donc, incidemment, on s'intéresse aussi, donc, pas simplement au contrôle de l'action, au type d'action que vous contrôlez pour réaliser les buts que vous voulez réaliser, mais aussi aux pertes de contrôle, ou aux expériences de perte de contrôle de l'action, D'accord. qui peuvent se manifester dans certaines pathologies psychiatriques. C'est le cas dans la schizophrénie, par exemple, hein, à travers ce qu'on appelle le syndrome d'influence, où le patient a le sentiment, en fait, d'être contrôlé de l'extérieur. On va avoir des actions contrôlées par des forces extérieures. Donc il est mu plutôt qu'il n'agit lui-même. Voilà, on s'est beaucoup intéressé à ces pertes ou à ces pertes de contrôle, à ces expériences de perte de contrôle dans la pathologie psychiatrique. Donc moi, dans la prise de décision, ce qui m'intéresse, alors ce qu'on dit souvent en sciences cognitives, c'est que on prend une décision en fait en combinant deux types d'informations, une Mhm. information sensorielle qui vient de l'extérieur et une information interne, souvent vos représentations mentales, vos croyances sur le monde. Et une bonne décision, c'est une décision qui combine optimalement en fait ces deux sources d'informations, les informations du monde extérieur et des informations internes, mes croyances a priori, mes désirs, mes savoirs, mes intentions, etc. Nous, on s'intéresse maintenant beaucoup à la manière dont euh, ces deux informations sont combinées, évidemment, de manière optimale ou non, mais également à la manière dont dont la décision elle-même, en fait, euh, se prend quand vous contrôlez ou non, en fait, les informations sur lesquelles s'appuie cette décision. Alors, D'accord. Est-ce que tu peux expliciter un petit peu ça, ouais, effectivement? c'est un peu abstrait, je suis d'accord. On peut prendre des décisions de deux manières. Soit en recevant de l'information du monde extérieur. Hmm. Par exemple, le feu devient vert, j'appuie sur l'accélérateur et ma voiture avance. Donc c'est une décision comme une autre. Et c'est une décision qui est prise sur la foi d'une information que tu ne contrôles pas, qui est simplement le passage du Hmm. feu
du rouge au vert. On peut maintenant prendre des décisions sur la foi d'informations qu'on a nous-mêmes produites, par exemple. Tu es en train de taper au clavier sur ton ordinateur, des choses s'affichent sur ton écran, et tu prends la décision de corriger ce qui s'affiche ou non, ou d'affiner ce que tu as écrit. Donc là, Mhm. c'est une décision qui est prise sur la foi d'informations qui viennent du monde extérieur, mais que tu as toi-même produit. Et ce qu'on observe en sciences cognitives, c'est un peu technique, hein, mais ce qu'on observe en sciences cognitives, c'est que euh, euh, t'as certains biais dans la prise de décision qui diffèrent selon que la décision est prise sur la foi d'informations que tu ne contrôles pas ou sur la foi d'informations externes que tu contrôles. Et les mécanismes de cette prise de décision, qu'on appelle observationnelle, donc tu ne contrôles pas l'information grâce à laquelle tu prends la décision, ou exécutive ou agentive, là tu es vraiment responsable des informations qui nourrissent ta décision, et ben, les mécanismes neurocognitifs sont différents. D'accord. Voilà. Et très souvent dans la pathologie psychiatrique, enfin très souvent, souvent dans la pathologie psychiatrique, on a des troubles en fait qui proviennent plutôt du versant exécutif de la décision. Euh, C'est-à-dire qui proviennent du fait que les informations que tu produis toi-même sont mal traitées par le patient ou par le cerveau du patient. Ok. Et donc, en quoi ça renseigne sur le fonctionnement normal, entre guillemets, d'un individu? Et c'est-à-dire, est-ce que ça veut dire que du coup, il faut qu'il soit en sensation de contrôle pour, enfin, disons, comment reformuler ça? Euh, avoir l'impression de contrôle, avoir le sentiment de contrôle pour un individu, lui permet de faciliter la prise de décision? Peut-être je comprends Ouais. mal. Non, non, tout à fait. En fait, il y a effectivement cette idée en fait que quand on contrôle la décision, en fait, euh, on traite l'information du monde différemment. Donc, par exemple, si c'est toi-même qui produis des changements dans l'environnement, ces changements, tu vas les percevoir différemment que si ces changements, en fait, sont pas produits par toi-même. Donc, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation du choix, par exemple, il vient exactement de ça. Ok. Tu produis des changements dans l'environnement, ces changements, ils sont positifs ou négatifs, et parce que c'est toi qui les as produits, tu vas avoir tendance à ne retenir que les changements positifs, ou que les changements, en fait, ou que les informations dans le monde extérieur qui viennent confirmer tes propres croyances. Euh, donc, ça peut déboucher évidemment sur des comportements presque pathologiques où le biais de confirmation, en fait, il est tellement extrême, en fait, que on finit par ne vivre un peu, tu vois, qu'en autarcie avec ses propres croyances et on ne fait que traiter du monde, en fait, que les informations qui confirment en permanence ses croyances. Et d'une certaine manière, on peut dire que les croyances délirantes, dans la schizophrénie, par exemple, ils pourraient ressortir de ce type de mécanisme, en fait, où le patient finit par ne traiter, en fait, que des informations qui confirment ses propres croyances, jusqu'au point, en fait, où ces croyances, elles deviennent infalsifiables. C'est-à-dire, en fait, Hmm. elles finissent par évoluer toutes seules. C'est un système autonome, quoi. Oui. Voilà, exactement, ouais, de manière un peu en apesanteur, sans jamais en fait être contredite par des informations externes. D'accord. Alors, pour rebondir là-dessus, à l'opposition, je ne sais pas si tu connais David Louapre, mais j'ai vu une présentation très intéressante de lui, où il expliquait que précisément, si on veut mémoriser et donc à modifier quelque part son état cognitif et pas rester en cercle autonome sur ses propres croyances, il faut faire appel à un processus de rappel de l'information qui a été stockée dans le cerveau. Et donc, est-ce que c'est quelque chose déjà qui se confirme au niveau sciences cognitives? Est-ce que tu peux peut-être le décrire? Et puis, du coup, voilà, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu les processus donc d'apprentissage, comment fonctionnent que nous disent les sciences cognitives des processus d'apprentissage et donc de mémorisation en partie Ouais. et de prise de décision. Est-ce on peut aller Ouais. Alors pour la mémorisation, alors, je ne suis pas un spécialiste de la mémoire. Ce que je peux dire de l'apprentissage, effectivement, c'est qu'il y a un lien entre contrôle et apprentissage. Donc, entre ce d'accord, que j'expliquais sur le contrôle de l'action et l'apprentissage. Euh, on sait qu'on apprend mieux, tout simplement, c'est un peu trivial, hein, quand on est actif dans l'apprentissage, c'est ce qu'on appelle l'active learning ou l'apprentissage actif, plutôt que dans l'apprentissage passif. Quand je reçois passivement de l'information, effectivement, je fixe moins bien les informations que je reçois passivement que quand je suis moi-même acteur, en fait, que je découvre, j'échantillonne moi-même l'environnement pour découvrir de nouvelles informations. Donc, ok, il y a pas mal de bénéfices, et ça, c'est un peu effectivement observé, c'est un peu validé empiriquement en sciences cognitives. Il y a pas mal de littérature qui démontre effectivement qu'il y a un bénéfice à l'apprentissage qui est drivé, qui est guidé par la curiosité épistémique, par exemple. Je suis vraiment d'accord. actif dans la recherche de nouvelles informations. Est-ce que ça veut dire aussi que c'est plus intéressant au niveau apprentissage de lire un livre que de regarder passivement la télé? Ouais, alors oui, ça je sais pas, parce que quand on lit, la question se pose de savoir si
quand on lit un livre, on est plus actif que quand on regarde la télé. Mhm. Alors, je pense que oui, parce que par ailleurs, on fait des saccades oculaires, donc il y a un engagement actif dans la recherche d'informations. Mais disons que, en tout cas, quand on cherche de l'information activement, que ce soit dans un livre ou sur Internet, je pense qu'on fixe mieux l'information et on la mémorise mieux que quand on est abreuvé en fait d'informations qu'on ne sélectionne pas soi-même. Ce qui est important dans l'apprentissage actif, c'est que on sélectionne soi-même, on échantillonne. Et donc, ce qu'on montre en sciences cognitives, c'est que pourquoi l'apprentissage actif est meilleur que l'apprentissage observationnel, c'est parce que c'est vous qui dirigez l'apprentissage, et donc c'est toi qui peux réduire ta propre incertitude. Donc c'est toi qui choisis en fait de réduire ou de collecter des informations qui maximisent la réduction de l'incertitude. Parce que tu sais, toi, ce que tu ignores, d'une certaine manière. C'est un peu paradoxal de dire ça, mais tu sais où est ton incertitude. Donc, tu vas chercher l'information qui réduit au maximum cette incertitude. D'accord, donc ça favorise Recevoir l'apprentissage. voilà, plutôt que de recevoir un flot indifférencié d'informations. Euh, voilà, donc l'apprentissage actif, il est plus sélectif et donc il est plus efficace. D'accord. Et donc, effectivement, il est nécessaire. Tu exprimais par ailleurs, j'ai vu dans une autre vidéo que, effectivement, on est dans un monde qui est saturé d'informations. Ouais, Et donc, le problème, c'est que, si j'ai bien compris, quand on est soumis à trop d'informations, entre guillemets, bah, le cerveau a tendance à se mettre en mode pilotage automatique. ouais, Et en fait, bah, le processus décisionnel ou d'apprentissage va être quelque part moins efficace, quoi. Et donc, ouais. il faut pouvoir trier l'information pour la traiter correctement, quoi. Ouais, exactement. C'est pour ça que ces processus d'échantillonnage, ces processus actifs de recherche d'informations, de sélection d'informations, ils permettent effectivement de faire le tri, donc de ne pas tout traiter dans l'environnement, sinon on est saturé et on finit par ne plus rien traiter. Ouais. Je cherche le. Oui, quand il y avait de l'aversité, quand on était Ouais, jeune. Est-ce que tu peux me voilà, rappeler c'est ça. ce travail-là? Ouais, ouais. Alors ça, c'est un travail donc, qui est un petit peu connexe à tous ces travaux sur le contrôle de l'action dans la pathologie psychiatrique. Euh, oui, d'ailleurs, attends, juste pour terminer Oui, sur le pardon, je t'en prie. l'action, non, c'est intéressant parce que je pensais à ça, c'est que, alors c'est une hypothèse qui est un petit peu controversée, mais il y a cette idée en fait que pourquoi le contrôle il est bénéfique? Donc pour les raisons qu'on vient de noter, en fait, ça permet de sélectionner l'information, donc de mieux réduire l'incertitude et d'apprendre davantage. Euh, mais en fait, ça pourrait avoir un effet un peu protectif aussi sur D'accord. l'estime de soi. Par exemple, ce qu'on observe, encore une fois, c'est une hypothèse controversée, c'est que chez les patients dépressifs, il y a une forme en fait qu'on appelle ça, d'impartialité ou de neutralité. On appelle ça le réalisme dépressif. En gros, les dépressifs auraient moins de biais de confirmation que les D'accord. sujets non dépressifs. Comme si le biais de confirmation, en fait, parce qu'il retient par exemple que les événements positifs qu'on a même soi-même produits, Mhm. bah, ce biais de confirmation, en fait, protégeait d'une forme d'impartialité, de vision froide de la réalité qui pourrait être associée à des symptômes dépressifs. Ouais, je comprends. Voilà, c'était juste pour faire Il le. rassure. Non, mais t'as raison, il rassure, en fait. Ça semble clair. Parce Voilà, que il y a une si tout forme, est ouais. incertitude, le monde est compliqué, effectivement. Et Voilà, et puis si je confirme que les éléments positifs, évidemment, bah, voilà, je vois la vie en rose, quoi. Donc, ouais, tout à fait. je suis un peu. La vie devient plus agréable aussi. Voilà, donc pardon pour la parenthèse. Non, Euh, très bien. pour l'adversité dans l'enfance. Alors, donc ça vient encore une fois, donc ça vient en partie des sciences cognitives. Enfin, en fait, ce travail vient des sciences cognitives et de ce qu'on appelle l'écologie comportementale, c'est-à-dire l'étude des comportements dans leur milieu naturel. Et ça concerne aussi les animaux. C'est pas que, c'est aussi un peu de l'éthologie, et pas le comportement, pas que le comportement humain. Et ça vient en particulier d'une notion qui s'appelle la notion de plasticité comportementale. Donc, c'est quoi la plasticité comportementale? Donc, ça vient de cette idée que, alors je vais essayer de dire ça clairement, ça vient de cette idée que notre cerveau, en fait, il monitore en permanence les signaux véhiculés par l'environnement dans lequel vous Mhm. êtes, pour essayer de construire, en fait, une représentation fiable de la qualité de cet environnement. Donc, est-ce que l'environnement dans lequel on est, par exemple, dans lequel on a grandi, est-ce qu'il est sûr, est-ce qu'il est stable, est-ce qu'il est pourvu en ressources, généreux en ressources? Ou inversement, est-ce que l'environnement il est dangereux, instable, est-ce qu'il est pauvre en ressources? En gros, notre cerveau essaie de se représenter ce qu'on appelle le risque de mortalité dans l'environnement. Et vous faites ça de manière complètement non consciente, hein. C'est votre cerveau qui fait ça, qui monitore ces signaux-là pour reconstruire la qualité de l'environnement. Et ça sert à quoi? Ça sert ensuite à ajuster, d'une certaine manière, votre comportement, votre croyance aux caractéristiques monitorées de cet environnement. Donc, nous, ce qu'on a fait,
c'est qu'on a fait des études en fait donc de cohortes sur plusieurs dizaines de milliers de participants et on s'est intéressé donc au lien entre l'adversité donc de l'environnement dans lequel les gens ont grandi et l'investissement de ces individus dans certaines stratégies comportementales. Donc Ok. dans des comportements de court terme, comme les comportements reproductifs par exemple, ou dans des comportements de long terme, comme l'investissement dans leur santé. Donc, et ici, par adversité, ce que je veux dire, hein, l'adversité, dans notre cas, ça désigne un ensemble d'indicateurs agrégés qu'on utilise donc pour décrire la dégradation de l'environnement de vie, de l'environnement vécu dans l'enfance des gens. Donc ça peut être la pauvreté économique, les instabilités physiques et affectives au sein du foyer familial, l'exposition aux polluants ou la malnutrition, ce genre de choses. Donc tout ce qui traduit C'est d'une très large, par certaine contre. manière, ouais, c'est assez large, ouais. Ça traduit une certaine privation de capital économique et humain. Ok. Euh, mais ça traduit évidemment, enfin, d'une certaine manière, la qualité de l'environnement dans lequel vous avez grandi. Mhm. Et l'idée, donc, c'est de dire que si vous avez grandi dans un environnement qui est adverse, donc instable, donc avec une certaine déprivation de capital économique ou humain, alors vous aurez plutôt tendance à investir dans les comportements dont les bénéfices se font sentir immédiatement plutôt qu'à long terme, donc comme les Mhm. reproductifs, plutôt que les comportements de santé. Donc c'est ce qu'on appelle dans ce domaine le compromis reproduction-santé. Donc vivre dans un environnement instable peut conduire les individus à reprioriser ce qu'on appelle les objectifs biologiques primaires, comme les objectifs reproductifs, au détriment de la croissance et de la maintenance somatique. Donc en gros, ce qu'on appelle la santé. Les gens vont moins investir dans leur santé. Ok, je suis désolé, je te coupe juste un instant parce que ça me fait penser à une remarque de Boris Cyrulnik sur ces sujets-là, qui explique que effectivement alors lui il parle d'environnement affectif insécure, je crois, Ouais. dans l'enfance, et qu'effectivement on observe, selon lui, en fait, une difficulté chez les individus après plus âgés, adultes, Ouais. à la planification. C'est-à-dire qu'il y a un problème de planification dans le temps et que les individus sont moins aptes, disons, à le faire que les enfants qui n'ont pas été exposés à ces environnements-là. Exactement. Et d'ailleurs, ça ne m'étonne pas que Boris Cyrulnik dise ça, parce qu'il s'est beaucoup intéressé à l'éthologie, donc au comportement en milieu naturel, et au domaine dans lequel provient justement cette théorie. Après, Cyrulnik parle aussi de résilience, donc Mhm. c'est-à-dire de faculté à rebondir face à l'adversité ou une fois qu'on a traversé des éléments défavorables. Donc, qui est un élément que nous, on ne prend pas en compte dans nos études, mais qui est effectivement important. Mais tout à fait, ça a un lien avec cette notion-là, cette notion que euh, une certaine forme de privation dans l'enfance peut se traduire à l'âge adulte par certaines stratégies comportementales ou par certaines déficiences comportementales, comme la capacité de planification. Alors nous, on ne parle pas de déficience, c'est-à-dire on ne parle pas de trouble de la planification, on dit simplement en fait que le comportement s'adapte, que l'individu s'adapte à l'adversité. Donc, on ne dit pas que l'adversité produit des déficits, mais on dit qu'elle modifie en fait les comportements. Elle modifie les Ok. stratégies comportementales. On va faire quelque chose plutôt qu'autre chose. On va plutôt investir dans les comportements à court terme plutôt que dans les comportements à long terme. Voilà. Donc, pour le dire de manière un peu plus concrète, en fait, ça veut dire quoi, en gros, vivre dans l'adversité ou vivre ou traverser un certain nombre d'événements défavorables dans l'enfance et développer des comportements plutôt à court terme, ça veut dire par exemple que vous allez donc moins investir dans votre santé, ça je l'ai dit, mais aussi Mhm. avoir une entrée plus précoce dans la vie sexuelle, un plus grand nombre d'enfants et des enfants plus jeunes. Donc c'est ce qu'on appelle par repriorisation des objectifs biologiques primaires. Vous allez prioriser les comportements reproductifs sur les comportements de santé générale. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on observe dans nos études. Et le deuxième volet de ces études, c'est celui de la psychopathologie, parce que, évidemment, en fait, la conséquence de ça, c'est que quand l'adversité, elle est extrême, et qu'il existe par ailleurs, évidemment, un terrain favorable chez l'individu, bah, cette Mhm. modification du compromis reproduction-santé, donc ça peut parfois conduire au développement de certains troubles pathologiques sévères, de certains symptômes euh, qui traduisent donc une modification de ce compromis. Et on s'est en particulier intéressé donc au lien entre compromis, aux patients qui souffrent de troubles de la personnalité limite. Euh, Pourquoi? Parce que ces Alors, c'est patients... quoi? Est-ce que tu peux définir ça? Parce que je suis pas spécialiste de ça. Ouais. Alors, les troubles de la personnalité limite, c'est des troubles en fait qui s'expriment en fait par une constellation de symptômes en fait qui vont de... alors attends, est-ce que j'ai une définition ici que je pourrais trouver? Non. Bref, en gros, Bah, je la mettrai sinon, ouais. pardon?
Je la mettrai en description sinon Oui, du oui. podcast. Je Non, sais mais pas ça si se traduit par un large éventail de symptômes qui vont donc, je sais pas, de l'instabilité des relations interpersonnelles, la peur de l'abandon, la dysrégulation des émotions, euh, D'accord. la dépression chronique, etc. Et c'est Ok. des symptômes en fait qui s'accompagnent souvent de comportements qui vont altérer le fonctionnement psychosocial. Donc, vous avez consommation de substances, prise de risques sexuels, par exemple, une assez faible prosocialité, des violences interpersonnelles, de l'automutilation, tentative de suicide, ce genre de choses. Donc, nous, on s'est intéressé à ces troubles-là parce que donc le tableau, hein, comme je viens de le décrire, des individus qui souffrent de troubles de la personnalité limite, c'est un tableau qui correspond assez bien aux prédictions que fait le cadre de la plasticité comportementale. Vous avez des troubles qui sont souvent accompagnés d'antécédents de comportements sexuels à haut risque et de comorbidités somatiques. Donc en gros, les patients font moins attention à leur santé, ils investissent moins dans leur santé, et donc ils ont des durées d'espérance de vie plus réduites. Et par ailleurs, on sait que ce trouble, il a en partie ses racines dans la vie précoce des patients qui ont souvent été exposés donc, à des événements défavorables dans l'enfance, à des formes d'instabilité, de privation, de négligence, etc. Voilà. Et donc, on a conduit une étude chez ces patients, et ce qu'on observe, c'est exactement ce que prédit la théorie, hein. On observe d'abord un lien entre l'adversité dans l'enfance et le risque d'être diagnostiqué avec un trouble de la personnalité limite à l'âge adulte. Et on observe que ce lien, donc on utilise des modèles statistiques qui nous permettent de faire ce lien, on observe que ce lien, en fait, il est médiatisé par une modification du compromis santé-reproduction. Donc les patients favorisent la reproduction immédiate au détriment de l'entretien somatique, et ça explique l'augmentation du diagnostic de personnalité limite à l'âge adulte. D'accord. Et est-ce que ces modifications-là, il est possible qu'elles se fassent par des mécanismes épigénétiques? Puisque j'ai discuté avec une personne spécialiste de ça il n'y a pas très longtemps. Est-ce qu'on sait ça? On a un peu de détails là-dessus ou Et pas trop pour l'instant? c'est une très bonne question, mais je pense que la description, enfin, le compromis santé-reproduction, sa meilleure description, elle est au niveau cognitif. L'idée, c'est que ça modifie, en fait, d'une certaine manière, vos stratégies cognitives. Est-ce qu'il y a des marqueurs épigénétiques de ça? Sans doute associés au fait Hmm. de vivre dans des environnements défavorables. Il y a sans doute des marqueurs épigénétiques, ne serait-ce que parce qu'en fait, la malnutrition est un événement défavorable et est Hmm. associé à des marqueurs épigénétiques particuliers. Donc, mais on n'a pas besoin D'aller à ce niveau-là, quoi. ouais, d'accéder au niveau de description épigénétique pour expliquer, je pense, Ok. ouais, les comportements qu'on observe. Ok. Très intéressant. Alors, juste peut-être oui, sur l'adaptation des messages de recommandation, enfin, des recommandations de santé à la psychologie. Ah oui, est-ce que tu peux me parler de ce travail-là, effectivement? Oui. Ouais. Donc ça, c'est le deuxième axe, effectivement, de notre travail sur la santé en général. Alors, c'est un travail moins sur la santé mentale, plus sur la santé publique. D'accord. Très Donc l'idée, en intéressant. fait, c'est de s'intéresser aux messages de santé publique et aux recommandations faites en santé publique. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin de messages ou de recommandations en santé publique? On a besoin de recommandations en général, et pas qu'en santé publique d'ailleurs, quand il y a un écart entre ce qu'on appelle donc les croyances des individus, leurs opinions et leurs actions. Euh, donc par exemple, en C'est santé, la règle, non? pardon? C'est la règle. C'est J'ai la vu que ça règle, hein, il y arrive a très toujours souvent. un écart entre ce qu'on croit ou ce qu'on aimerait faire et ce qu'on fait finalement. Hmm. Euh, mais donc les recommandations, elles servent à ça, elles servent à réduire cet écart. Donc par exemple, hein, vous savez très bien que fumer, c'est pas bon pour la santé, vous continuez de fumer, vous savez que faire de l'exercice physique, c'est bon pour la santé, vous ne faites toujours pas de sport, etc. Mais c'est vrai aussi, donc on fait beaucoup de recommandations aujourd'hui sur les comportements éco-responsables. C'est vrai aussi dans la lutte voilà, contre tous les comportements pro-environnementaux. On sait qu'il y a des choses qui sont mauvaises pour la planète, mais on les fait quand même, etc. Donc faire des recommandations, ça s'applique à tous ces domaines, toutes ces situations dans lesquelles il y a ce qu'on appelle un belief to action gap, donc un fossé de la croyance à l'action. Et la question, c'est comment on fait pour réduire ce gap, ce fossé entre les croyances et les actions. Donc comment on parvient à transformer une croyance en action, comment on fait pour induire de l'action, du changement comportemental chez les individus. Et donc, traditionnellement, ce qui est fait, en fait, c'est qu'on fait alors, je suis désolé pour tous ces anglicismes, hein, mais on fait du matching, c'est-à-dire de l'appariement. C'est-à-dire, on essaye d'apparier, en fait, les messages aux particularités de l'individu. Donc, ça peut être, par exemple, le genre de l'individu, son statut socio-économique, etc. Mais c'est souvent assez insuffisant.
pour aligner les recommandations à ce que l'individu aime ou préfère faire en général. Donc, ce qu'on essaie de faire en sciences cognitives, c'est utiliser la psychologie humaine pour améliorer ces alignements entre les messages et, euh, et les comportements des individus. Voilà. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'en gros, ce qu'on essaie de faire, c'est d'affiner la personnalisation en prenant en compte donc, la psychologie des gens. Donc, on peut faire du matching qu'on appelle motivationnel, c'est-à-dire qui est aligné en gros sur les traits psychologiques des individus. Par exemple, sur les buts qu'ils aiment accomplir, sur leurs besoins spécifiques, leurs valeurs, leurs traits de personnalité, etc. Et on observe d'ailleurs que ça marche beaucoup mieux que le matching traditionnel. Là, vous avez une récente D'accord. méta-analyse sur plus de 700 études qui montre effectivement que le matching motivationnel, donc l'appariement des messages aux traits de personnalité des individus, bah, fonctionne bien mieux que le matching traditionnel. Ça induit des changements plus importants à la fois dans les attitudes, mais aussi les intentions et les comportements des individus. D'accord. Mais c'est étudié sur des choses concrètes, comme par exemple l'arrêt du tabac, comme tu citais tout à l'heure, ou Voilà, donc il y a des la choses. consommation d'alcool, des choses comme ça? Ouais. Donc, dans notre labo, il y a effectivement des gens qui ont travaillé donc, Santé publique France Mhm. sur le sevrage tabagique et qui montrent que l'alignement des messages aux traits de personnalité des fumeurs améliore les intentions de sevrage tabagique, par exemple. D'accord. Donc, Les intentions ou les actions? alors, c'est les intentions. Alors, pour cette étude, je ne sais plus. Je crois qu'ils sont. Parce que l'étude est encore en développement, donc pour l'instant, ils travaillent simplement sur les intentions. Mais en D'accord. général, le matching motivationnel fonctionne aussi bien sur les comportements autodéclarés que sur les comportements observés. D'accord. Donc c'est Et quand même un outil utile, quoi. donc, c'est un outil qui est très utile et qui est efficace. Maintenant, nous, on essaie d'aller un petit peu plus loin en se disant, bah, si on veut transformer une croyance en une action, euh, euh, Mhm. bah, peut-être qu'il faut s'intéresser pas simplement donc aux valeurs ou aux croyances des individus, mais aussi à leurs actions, c'est-à-dire à la manière dont les gens se représentent leurs actions, ou en fait au type d'action que les gens préfèrent exercer. Et Mhm. ça, c'est un truc un peu nouveau, c'est que on observe en fait en psychologie cognitive, en sciences cognitives, qu'on n'aime pas tous faire les mêmes actions. Et on ne se représente pas tous nos actions au même niveau. Par exemple, certaines personnes se représentent leurs actions à un niveau très concret et d'autres à un niveau très abstrait. Donc, on a des questionnaires qui existent déjà dans la littérature là-dessus, hein. Par exemple, le Behavioral Identification Form, c'est un questionnaire qui propose, je crois, 20 ou 25 items qui sont des descriptions d'actions. Et à chaque fois, vous devez faire correspondre à cette description euh, le type d'action que vous pensez, le type d'action qui correspond donc à la description. Alors, je vais vous donner un exemple. Mhm. Par exemple, si je te dis voter aux élections, ça veut dire mettre un bulletin dans une urne ou est-ce que ça veut dire élire un représentant? D'accord. Certaines personnes vont répondre, bah, ça veut dire mettre un bulletin dans une urne, et d'autres vont dire, ça veut dire en fait élire un représentant. Et en fait, ces deux descriptions, elles diffèrent en fait par, évidemment, il y en a une qui est plus concrète et l'autre plus abstraite Ouais, tout à fait. par le niveau de concrétude en fait de la description. D'accord. Et donc, tu analyses la façon de penser d'un individu pour après passer des messages qui vont plutôt dans ce sens-là et qui s'adressent ou Ouais. bien à son côté abstrait ou son côté pragmatique, au contraire, quoi. Voilà. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est développer en fait une nouvelle échelle qui prend en compte plus de dimensions que la dimension concrète abstraite, mais qui D'accord. prend aussi la dimension en compte la dimension exploration exploitation. Ok. Certaines personnes aiment pas simplement réaliser des actions concrètes plutôt qu'abstraites ou inversement, mais aussi aiment bien exploiter, soit préfèrent exploiter des actions familières maîtrisées, Mhm. Je comprends. tandis que d'autres préfèrent explorer de nouvelles actions et explorer de nouvelles relations entre leurs actions et de nouveaux objectifs, par Tout à exemple. fait. Et on observe ces personnalités-là dans la vie de tous les jours, en plus. Donc, ça a beaucoup de sens. Exactement. Et donc, en Et croisant ces deux dimensions, concret, abstrait, exploration, exploitation, on peut avoir effectivement toute une variété de profils sur lesquels on essaie d'aligner les recommandations. donc c'est très intéressant. Et par contre, il me semble que ça amène une complexité supplémentaire. Par contre, dans la transmission du message du coup de prévention, si on prend l'exemple de la prévention santé, effectivement, donc on est dans un contexte de santé publique où on veut s'adresser massivement à la population pour Ouais. transmettre des messages de santé. Du coup, il va falloir personnaliser le message, peut-être pas pour chaque individu, mais en tout cas pour les typologies d'individus qui seront les plus aptes à la recevoir sous la forme où il a été produit, le message. Tu vois ce que je Ouais. veux dire? Les gens qui sont des pragmatiques, il va falloir envoyer un message pragmatique. Les gens qui sont plus dans l'abstrait, il va falloir envoyer un message comme ça pour motiver leur action Ouais. leurs intentions. Et donc ça complexifie quand même, par contre, la diffusion du message. Est-ce que vous avez déjà des éléments de réponse sur comment tu peux faire ça de façon efficace? Ouais. Effectivement, c'est le problème du passage à l'échelle. Donc, il y a plusieurs solutions. La solution que nous, on a trouvée, c'est du chatbot conversationnel. Ok. Ou de l'IA en général. Aujourd'hui, on Ouais. parle beaucoup de modèles de langue, ChatGPT, etc. On peut se servir de ces outils-là, en fait, pour passer à l'échelle et pour produire des messages personnalisés, des messages qui sont adaptés
à la personnalité des individus. Donc, ce qu'on fait en général, donc on l'a fait pour les jeux vidéo, en fait. Euh, D'accord. Parce que le jeu vidéo, en fait, c'est un terrain de test assez intéressant pour étudier les actions des gens et pour étudier, en fait, le type d'action qu'ils préfèrent. Parce que dans les jeux vidéo, les gens, ils font pas tous la même chose. Notamment dans les jeux vidéo un peu généralistes, les gens, ils peuvent faire des actions plutôt concrètes ou plutôt abstraites, exploratoires, pardon, plutôt qu'exploitatives, etc. Donc, on a en fait validé une première échelle en étudiant en fait les comportements des individus dans le jeu vidéo et leur posant des questions sur le type d'action qu'ils aiment faire. Et D'accord. à partir de ça, donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enseigné en fait un modèle de langue, notre modèle. On a le modèle à partir duquel on a construit ces dimensions et qui nous permet de profiler de faire cette typologie de profil. Mhm. Et en fonction des réponses des individus au questionnaire qu'on a créé pour étudier leurs actions, le modèle, en fait, produit des descriptions du profil du joueur et fait des recommandations de jeux adaptés ou alignés sur les réponses aux questionnaires des individus. Et ce Ok. truc-là, on peut très bien, en fait, l'adapter pour les recommandations de santé. Donc, on a un modèle qui connaît la théorie et qui a en input, en fait, les réponses des gens au questionnaire sur les actions préférées et qui ensuite fait des recommandations personnalisées. Ok. Bah, tu peux l'adapter pour plein de choses en fait, et même je pensais aussi à du marketing et des recommandations d'achat. J'imagine que les gens ne nous ont Le pas attendus matching, pour ça étudier vient ça. effectivement, ce qu'on appelle du micro-targeting, ça vient effectivement du marketing à l'origine. Donc oui, ça, on peut l'adapter à plein de domaines dans lesquels il y a ce belief to action gap, il y a ce fossé entre de la croyance à l'action. Ok, donc ça c'est très intéressant effectivement. Et donc ça se repose du coup sur des LLM, sur des large language models pour voilà pour Voilà. à la fois collecter l'information avec un questionnaire et puis du coup établir une sorte de modèle de la personnalité de l'individu avec qui on va interagir et puis générer les messages en fonction. C'est ça, c'est ce qu'on fait. En gros, c'est on fine-tune des LLM D'accord. avec notre modèle et ces LLM tournent sur les questionnaires, enfin sur les réponses aux questionnaires et produit des recommandations adaptées. Donc ça nécessite d'être testé, évidemment. Donc on doit en particulier s'assurer en fait que les recommandations produites par le LLM, en fait, elles correspondent aux recommandations qu'un expert humain ferait si lui-même il avait toute l'information. Donc ça, c'est un travail un petit peu délicat à faire. Après, on peut aussi s'appuyer sur la littérature qui montre que les recommandations faites par les LLM, les recommandations de ce type, en fait, elles sont souvent assez proches, en fait, des recommandations faites par des experts humains. Oui, tout à fait. Et puis, alors pour le coup, ça va être compliqué à prouver parce que les recommandations faites par des LLM, pour le coup, sont basées sur un apprentissage d'un très grand nombre de données. Et donc, oui, elles sont assez proches. Même parfois, elles dépassent dans certains domaines les recommandations faites par les humains, en tout cas en fiabilité. Et donc, ça pose aussi une question, je trouve, en sciences qui est très importante et en santé en particulier. C'est que pour un médecin, typiquement, qui doit faire une recommandation de santé, puisqu'on est là-dessus, il a une littérature souvent qui est pléthorique sur un sujet et c'est impossible mathématiquement, enfin physiquement plutôt, Ouais, qu'il ait lu l'ensemble de la littérature sur un sujet. Je sais pas, je prends l'oncologie par exemple où il y a une ouais, littérature très abondante et donc sa décision, bah, elle va être éclairée du mieux possible de ce qu'il a reçu comme source d'information extérieure, de son expérience et de son intuition. Mais pour le coup, les LLM, il me semble, sont des agents très utiles pour aider, accompagner le praticien là-dedans. Euh, ouais. moi, il y avait une question qui m'était venue du coup en préparant l'émission, c'est est-ce que tu penses que le futur de la médecine sera plus pour un praticien et peut-être tristement d'interagir avec des systèmes informatiques, des systèmes d'information qui vont l'aider à prendre la décision, que d'être en relation avec son patient lui-même, quoi. Tu vois, il y a un risque quand même de se détacher de son patient. Ouais, ouais. Alors, je vais pas trop m'avancer hein, à faire des prédictions Non, de, non, bien sûr. de ce type, mais ce qui est certain, c'est que c'est des outils qui permettent de passer à l'échelle, comme je le disais. C'est-à-dire de faire des choses un peu plus, ouais, un peu plus massives. Comme pour les recommandations, ça marchera très bien, parce qu'on a besoin justement Donc pour tout ce qui est médecine personnalisée, je pense que les LM, c'est effectivement intéressant. Après, se pose la question de ce que j'ai mentionné tout à l'heure, de, de la fiabilité de ces LLM. On sait que ces Mhm. LLM, ils peuvent halluciner, par exemple. Mhm. Il faut s'assurer, en fait, que ces hallucinations, en fait, enfin, il faut pouvoir les contraindre au maximum. Après, comment est-ce qu'on teste, en fait, la fiabilité des LLM. euh, donc, je mentionnais justement cette idée d'étudier les corrélations entre ce que les experts humains recommandent et LLM recommandent. En fait, c'est possible de le faire quand même, hein. C'est-à-dire qu'il est possible d'entrer de l'information dans le LLM,
d'entrer de l'information, de communiquer de l'information à l'expert et de voir si en sortie, on a effectivement les mêmes recommandations. Donc on peut quand même le faire. On peut le faire, en tout cas, euh, à minima, même si le nombre d'experts humains sera jamais à hauteur, en fait, du nombre de recommandations que le LM lui-même peut produire. Mais c'est des choses qu'on peut faire quand même. Alors, donc, et pour répondre à ta question plus directement, oui, je pense que pour la médecine personnalisée, c'est les outils qui vont être intéressants parce ils permettent d'automatiser un certain nombre de processus qui aujourd'hui sont un peu laborieux. Euh, et c'est vrai en particulier dans les domaines où il y a beaucoup d'informations. Après, la question, c'est comment... Textuel en particulier. Textuel, ouais, ouais. Voilà. Après, la question, c'est comment on contraint ces modèles pour éviter les hallucinations. Ça, c'est un autre problème, quoi. Oui, tout à fait. Bah, déjà, un contrôle humain peut servir comme une étape supplémentaire pour, voilà, après la production par le LLM, le médecin peut très bien relire et déjà vérifier que l'information est cohérente. Voilà, ouais, le safeguard, c'est un peu ça. C'est l'être humain qui vérifie après coup, quoi. Après, nous, on a un peu travaillé sur ces questions d'acceptabilité aussi des décisions, des recommandations Oui, produites ça m'intéressait, la partie acceptabilité, effectivement. artificielles. Donc, la question de l'acceptabilité à la fois pratique et sociale. Pratique, est-ce qu'on accepte d'utiliser ces outils et social? Est-ce qu'on accepte les recommandations ou d'intégrer les recommandations dans nos pratiques? Ça, c'est une question un peu délicate. Donc, nous, on a un peu travaillé là-dessus parce que en lien avec les troubles du contrôle de l'action, justement. Parce que quand on interagit avec un système artificiel, souvent on se sent un peu dépossédé de notre propre contrôle. Mhm. Donc on essaie de comprendre pourquoi, dans les interactions humain-machine, il y a cette perte de contrôle. Donc ce qu'on observe, c'est que cette perte de contrôle, elle est liée simplement au fait que les machines sont un peu des boîtes noires, donc elles prennent des décisions sans vraiment qu'on sache nous-mêmes d'où viennent ces décisions et est-ce qu'elles sont fiables. Et donc ça perturbe un peu notre capacité à prédire les comportements du système artificiel. Donc cette perte de contrôle, elle est liée à une perte de prédictabilité en fait du comportement des machines en général. Euh, voilà, donc Et tu avais l'air de dire aussi, je rebondis là-dessus parce que j'ai vu dans une autre vidéo que tu avais l'air de dire que le fait que la boîte noire, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, pour dire simplement, explicite les raisons de son aide au diagnostic, si on est dans un contexte médical, va favoriser en fait l'acceptabilité par le praticien qui utilise cette IA. Voilà, ouais, si on lui explique pourquoi on donne ce conseil-là ou cette aide au diagnostic, le praticien va mieux accepter ça. Et par ailleurs, si j'avais bien compris aussi ta vidéo, c'est aussi en fait l'humain il a besoin de se projeter dans le futur, il a besoin de savoir qu'est-ce que ça va impliquer dans la chaîne d'action future qui va arriver ouais, et donc aussi sur sa responsabilité. Et donc ouais. s'il a fourni l'information qui lui permette en fait de se mettre dans cette situation-là, de se projeter dans le futur, l'acceptabilité va augmenter. Est-ce que j'ai bien compris? C'est exactement ça en fait. C'est que évidemment pour accepter en fait une recommandation émise par un système artificiel, je dois aussi pouvoir pouvoir me sentir responsable, c'est-à-dire pouvoir euh, euh, être tenu responsable en fait de l'information ou de la recommandation ou de l'action produite sur la foi de cette recommandation. Et pour être tenu responsable, j'ai besoin de comprendre en fait les processus par lesquels le système artificiel en fait arrive à cette recommandation. Donc nous, en fait, ce qu'on a fait tout simplement, c'est que on s'est dit, bah, si on veut améliorer l'acceptabilité, en fait, il faut peut-être se tourner en fait vers un truc qui marche assez bien, c'est les interactions pas humain-machine, mais les interactions humain-humain. Donc il y a Mhm. toute une littérature évidemment en psychologie sociale sur sur la confiance interpersonnelle. Donc Oui, comment les humains ils font pour améliorer la confiance interpersonnelle? Comment tu fais toi pour améliorer la confiance de ton interlocuteur? Voilà. Et souvent, ce qu'on fait, c'est que on n'exprime pas simplement des informations, mais on donne aussi une mesure de l'incertitude de l'information qu'on communique. Par exemple, tu Mhm. vas dire, bah, je sais pas, t'es dans une voiture, tu es en train de diriger le conducteur, et tu vas lui dire, bah, soit tourne à gauche, tourne à droite, c'est une décision binaire ou une information binaire, mais tu vas aussi lui dire, bah, j'ai confiance à 80% qu'il faut tourner à gauche plutôt que tourner à droite. Donc, en plus de l'information elle-même, tu donnes une mesure d'incertitude, ce qu'on appelle une mesure de confiance sur l'information que tu communiques. Et ça, souvent dans les systèmes de recommandation, le système de recommandation, il donne pas cette information qu'on appelle métacognitive. Il donne qu'une information binaire. Il faut faire ceci, cela, tourner à droite, tourner à gauche. Euh, on observe en fait que quand le système associe à cette recommandation binaire une mesure de confiance, j'ai confiance à 75% que c'est ça qu'il faut faire, bah, les gens acceptent mieux l'information. Parce que ça leur permet de mieux calibrer en fait leur réponse à la recommandation elle-même. Et D'accord.
et la fiabilité estimée de la recommandation elle-même. D'accord, donc à la fois c'est bien d'avoir voilà, effectivement une mesure de fiabilité que le système délivre, et Ouais. aussi l'explication. C'est donc ces deux choses différentes qu'on peut apporter à Ouais. l'utilisateur pour augmenter son acceptabilité. Ouais, c'est ça. Nous, on appelle la confiance, on dit que c'est un format d'explication métacognitif, parce que la confiance, d'une certaine manière, alors on dit que ça explique la recommandation, parce que, c'est- c'est- euh, comment dire, souvent quand on parle d'explication des recommandations, on dit expliquer une recommandation, c'est expliquer soit les informations à partir desquelles le système a promulgue sa recommandation, ou les processus un peu logiques, si tu veux, Hmm. qui lui ont permis d'aboutir à cette recommandation. Donc la confiance elle-même, c'est pas une forme d'explication en ce sens-là. C'est pas quelque chose qui te dit sur quel type d'information je me suis basé pour produire ma recommandation. Ça explique pas non plus le cheminement logique qui m'a Mhm. permis d'aboutir à cette recommandation. Mais ça apporte un peu plus d'informations que simplement dire je vais à gauche ou à droite. Je comprends. Ça permet au sujet de reprendre un peu le contrôle sur la recommandation elle-même. Ça lui permet de savoir s'il peut accepter ou refuser la recommandation, par exemple. Je comprends. Non, mais c'est très intéressant parce qu'en fait, effectivement, il y a une notion de confiance en fait qui doit se tisser finalement entre le système digital, IA, disons, et l'humain. En Ouais, prenant exemple, comme tu as dit, sur l'interaction humain-humain, elle est basée sur la confiance, effectivement, comme tu dis, et ce mot-là est ouais. très important. Moi, de mon point de vue, il implique au moins deux choses, et je ne sais pas si c'est des choses que vous étudiez, vous pouvez décliner après. Il implique pour moi au moins deux aspects, et sans doute il y en a d'autres. Il y a la fiabilité et l'empathie, moi j'appelle ça. Fiabilité, c'est dire ce que je fais et faire ce que j'ai dit. Mhm. Pour moi, c'est en gros la définition de la fiabilité. Et empathie, c'est la capacité quand même à se mettre à la place de Ouais, l'autre et avoir une représentation de ce que voit l'autre pour avoir un jugement qui est plus ouais, euh, justement acceptable, qui met en confiance, quoi, quelque part. ouais. Et donc, est-ce que c'est des choses que vous étudiez aussi? Vous l'abordez aussi sous cet angle-là? Alors, ouais, alors, donc sur la fiabilité, donc ça, c'est effectivement ce travail sur la confiance, en fait. La confiance, ça te permet d'évaluer la fiabilité des systèmes. Il faut juste que la confiance des systèmes soit bien calibrée. Et ça, c'est un problème. C'est que euh, C'est-à-dire? il faut que ta confiance, elle exprime effectivement bien, en fait, ta performance. Mhm. Il y a des gens qui sont surconfiants, par exemple. Donc, les gens surconfiants, c'est des Ah gens oui, qui vont avoir une confiance assez, un peu excessive, en fait, dans leur performance, alors que leurs performances sont assez mauvaises. d'accord. Donc, ces problèmes de ce qu'on appelle de calibration métacognitive, de calibration de la performance sur les capacités réelles, c'est quelque chose dont il faut qu'on s'assure, en fait, même dans les systèmes artificiels. Il faut qu'on s'assure que les systèmes artificiels produisent des mesures de confiance qui sont effectivement alignées sur leur performance et sur leurs capacités réelles. Ça, c'est la première chose. Mm. Et la deuxième, sur l'empathie, oui, donc il y a tout ce problème qui se pose sur les systèmes anthropomorphiques. C'est-à-dire qu'on a envie d'avoir des robots qui ne sont pas simplement des boîtes de métal, mais aussi des robots qui ressemblent à des êtres humains. Surtout dans les services d'aide à la personne, par exemple. Mm. On va avoir une personne qui ressemble à un être humain, ça aide effectivement à accepter l'assistance elle-même. Euh, donc, pour l'empathie, je pense que tu soulèves une question qui est intéressante parce que nous, en fait, pourquoi est-ce qu'il y a de la confiance interpersonnelle qui se construit entre les êtres humains? C'est parce on a cette capacité qu'on appelle capacité de mentalisation, donc que tu as évoqué au départ, qui est cette capacité à pouvoir se représenter les états mentaux d'autrui. Et Mhm. on pense que c'est comme ça qu'on comprend aussi, ou qu'on arrive même à prédire le comportement des autres. C'est qu'on arrive en fait à, à inférer des états, des représentations mentales chez l'individu qui, selon nous, expliquent le comportement observé. Et pour faire ça, pour que ces processus de mentalisation en fait soient effectifs, il faut effectivement que la machine ait un comportement qui ressemble au comportement humain. Parce que si j'attribue des intentions, des représentations mentales à la machine, mais que la machine en fait euh, n'est pas un être humain, bah, mon inférence, elle n'a aucun sens, si tu veux. Les Mm. représentations mentales que je lui attribue, en fait, vont me servir ni à expliquer son comportement, ni même à le prédire. Donc, la question, c'est est-ce qu'on veut aller vers des systèmes capables de faire des actions qui ressemblent aux actions humaines, auquel cas, nos capacités de mentalisation, elles auront un sens. Donc, nos capacités à, d'une certaine manière, nous représenter les états mentaux de la machine auront un sens pour prédire ces comportements. Tout à fait. Et la machine aura intérêt aussi à prédire nos états mentaux afin de nous aider dans nos La prises de machine décision. aurait toujours intérêt à prédire nos états mentaux. Non, ouais. Donc ça, c'est un peu ce qu'on essaie de faire avec la personnalisation des recommandations. C'est qu'on donne à D'accord. la machine, en fait, les états mentaux des gens, leur profil, ou leur profil neurocognitif,
pour aider, pour mieux personnaliser les comportements et les recommandations de la machine. D'accord, très intéressant. Je te propose parce qu'on approche bientôt de la fin de notre entretien, d'ouvrir un petit peu avec des questions sur lesquelles on n'a peut-être pas de réponse, mais ça peut être intéressant de s'interroger et d'échanger dessus. J'avais noté en préparant cette émission, donc là je reviens un petit peu au début de notre échange sur la façon d'apprendre et la façon de prendre des décisions. Je m'étais demandé si ces processus donc d'apprentissage et de prise de décision pouvaient être culture dépendant ou civilisation dépendant. Est-ce que c'est des choses qui sont étudiées ou pas, ou on n'a pas trop d'informations là-dessus? Ouais. Oui, oui, il y a effectivement des modulations par la culture, par l'environnement dans lequel on grandit. Je pense que Oui, ce la que culture est une partie de l'environnement, donc forcément il y a un impact, quoi. Oui, voilà, ce que j'ai mentionné tout à l'heure, la plasticité comportementale, c'est une notion que nos stratégies comportementales, elles sont plastiques, elles dépendent de l'environnement, de la qualité de l'environnement dans lequel on a grandi. Mhm. Effectivement, ça répond un peu à cette question. C'est que euh, voilà, les environnements culturels modifient effectivement les stratégies comportementales d'une certaine manière. D'accord. Mais on n'a pas de choses plus précises. C'est ça que moi je m'imaginais. Peut-être, je sais pas, les Français prennent des décisions de telle façon, les Anglais de telle autre. Tu vois ce que je veux dire? Je m'étais imaginé des choses comme ça. Il y C'est a peut-être un peu une caricatural, littérature, mais si, il y a une littérature là-dessus, même entre les cultures occidentales et orientales, par par exemple. exemple. Voilà, donc il y a ces grands travaux. Alors, je ne sais pas exactement dans quelle mesure ils sont confirmés, dans quelle mesure ils sont controversés, mais ces grands travaux qui montrent que les Orientaux sont un peu plus collectivistes dans leurs décisions Mhm. euh, et dans l'anticipation des conséquences de leurs décisions que les Occidentaux, par exemple. Donc ça, c'est des travaux assez classiques en psychologie sociale ou en psychologie interculturelle. Ouais. Après, je ne suis pas du tout spécialiste du domaine. Ce que je peux simplement dire, c'est que D'accord. l'environnement, les variations de l'environnement se traduisent par des variations dans l'adoption de certaines stratégies comportementales. Ok. Je m'étais aussi interrogé dans un contexte du coup du point de vue du praticien en médecine cette fois-ci. Est-ce que la prise de décision va être la même? J'imagine que non quand on est tout seul et quand on est dans une équipe, quand on est plusieurs personnes. Ouais. Et est-ce que ces aspects-là ont été étudiés? Est-ce qu'on sait comment ça influe justement sur la prise de décision? Ouais. Je pense par exemple à un bloc opératoire, tu vois, qui est une situation, qui est un bon exemple. Ouais. Et puis du coup, ajouter cette couche-là, mais du coup, t'es pas spécialiste de ça, la couche multiculturelle. Je m'étais dit, mais si dans un bloc opératoire, il y a plusieurs personnes qui viennent de civilisations, de cultures différentes, qui ont des processus décisionnels un petit peu différents, justement, de quelle façon, voilà, on peut décrire ces choses-là, quoi. Ouais, ouais, ouais. Oui, alors ça, c'est beaucoup étudié, l'intelligence collective ou la prise de décision collective. Euh, Il y a des travaux qui s'intéressent aux configurations qu'il faudrait, aux configurations optimales qu'il faudrait pour prendre les meilleures décisions en groupe. Mhm. Euh, on appelle wisdom of the crowd, c'est la sagesse de la foule. Comment on fait pour atteindre cette sagesse de la foule, par exemple? Donc, il y a des études qui montrent que dans les études de dyades, donc les dyades, c'est des individus appareillés, on étudie deux individus en même temps, D'accord. peut-être aussi dans les triades ou même dans les groupes sociaux plus importants. Dans les dyades, en fait, pour que la décision collective, donc la décision prise par deux personnes ou plus, soit optimale ou soit efficace, il faut que les gens, en fait, soient de niveau d'expertise égal et communiquent leur confiance dans les informations qu'ils s'échangent, par exemple. On en revient à la confiance. On en revient à la confiance. Ouais. Il ne faut pas simplement échanger de l'information, il faut aussi échanger de l'information métacognitive, des mesures d'incertitude vis-à-vis de l'information qu'on communique. Euh, voilà. Donc, si vous êtes à niveau d'expertise inégal, par exemple, la transmission d'informations marche, la transmission de confiance, par exemple, marche moins bien pour, pour le pour l'adoption d'une décision collective. D'accord, ok. Très intéressant. J'avais aussi noté quelque chose d'autre, inspiré aussi d'une vidéo que tu as vue, et puis de différents documents que j'avais consultés de Michel Serres, que j'aimais beaucoup. Michel Serres expliquait dans une conférence assez ancienne maintenant déjà, sur l'informatique, que c'était une révolution vraiment très importante de l'ordre de l'écriture, du même ordre, de l'écriture ou d'autres transformations comme ça de l'humanité, où le support du message change en fait. Ouais. Et il disait également que finalement, on avait délégué, pour reprendre les propos du début de notre entretien, notre mémoire à l'informatique. Et à l'époque, les gens retenaient beaucoup de livres. Ils avaient une grande mémoire, par exemple, de textuels. Et c'est vrai, ça, depuis que moi je suis petit, on retient pas de grosses quantités d'informations parce que ça a été délégué effectivement au système informatique. Ouais. Et donc moi ma question était la suivante:
Donc si l'informatique a permis de déléguer cet élément cognitif qui est la mémoire à l'informatique, qu'est-ce que les systèmes modernes d'IA, on parle là de LLM ou de systèmes de ce type-là, vont permettre à l'humain de déléguer comme système cognitif, quoi, toi, comme compétence cognitive plutôt. Est-ce que tu as une Ouais, idée de ça ou pas? c'est une bonne question. Ouais, c'est ce qu'on appelle le cognitive offloading, pour reprendre encore un terme anglais. En sciences cognitives, c'est là, ouais, c'est à décharger cognitivement sur des machines certaines capacités. Euh, et comme tu le dis, ouais, l'écriture, c'est un peu la première décharge cognitive, quoi. C'est qu'on Ouais, décharge clairement. ouais, nos compétences dans un dispositif technologique externe. Euh, pour le futur, ouais, il est certain que l'IA déjà va radicalement transformer la structure du marché du travail. Donc ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est des gens, Mm. des économistes comme Daniel Cohen, par exemple, qui a beaucoup travaillé là-dessus, avec disparition des corps de métier intermédiaires, par exemple. Euh, donc, au-delà peut-être même de la modification du marché du travail, qui va s'accompagner, je pense, de perte de compétences aussi chez l'agent humain. Je pense que l'IA, ce qu'elle va peut-être, à mon avis, remplacer, effectivement, ce qui- c'est toutes ces compétences un peu laborieuses liées peut-être à la recherche d'informations dans des sources extrêmement riches, quoi. Donc, tout à l'heure, tu as mentionné la recherche bibliographique. Ça, c'est clair aujourd'hui que nous, on a déjà des étudiants qui sont assistés par IA quand ils font de la recherche bibliographique. Bah, tous, même quasiment. Ouais, L'adoption était très rapide, hein. ouais, ouais. C'est vrai aussi pour le code. Tous nos étudiants aussi utilisent Copilot, quoi. Donc, ils utilisent des systèmes d'aide à la programmation. Donc, ça, c'est des choses parce que c'est facile à automatiser aussi. Ouais. Euh, Ça, c'est des choses qui vont effectivement, sans doute, ouais, euh, se substituer aux compétences humaines dans le domaine, ouais. Je sais pas si ça répond à ta question. Si, un petit peu. De toute façon, c'est une question un peu sans réponse. C'est-à-dire que Oui, c'est c'est un peu difficile ouvert, même ouais. de C'est toujours savoir. difficile, ouais, de faire la prospective comme ça, ouais. Mais en tout cas, j'ai été, moi, effectivement impressionné de l'adoption par les jeunes générations, en tout cas, de ces outils-là. Et je prolonge ton exemple. En fait, moi, j'ai donné des cours de Java il y a pas très longtemps. Ah Et en oui, ok. fait, sur une classe de 22 personnes, mais tous les étudiants avaient utilisé de l'IA pour me Ah rendre oui, leur c'est projet. vrai. 100%. Mais ce qui est Ah oui, intéressant, c'est que on conserve quand même une hiérarchie des gens qui sont bons et moins bons, si tu veux. C'est qu'en ouais. fait, les meilleurs ont quand même fait un projet qui était meilleur que les moins bons, alors qu'ils avaient tous accès aux mêmes outils d'IA pour Ouais. automatiser la production de code Mm. informatique. Ouais, ouais. Alors ça, c'est un truc qu'on observe effectivement aussi, même chez les chercheurs. Je crois qu'il y a une étude qui montre en fait que l'IA bénéficie en fait aux gens les meilleurs surtout. C'est-à-dire que quand Ouais, tu mais es en fait, les outils, de façon générale, bénéficient aux mais gens qui sans les doute, tu as utilisent raison, bien. sans doute que c'est vrai des outils en général, quoi. Donc, ça démontré chez les chercheurs, je crois que les chercheurs les plus prolifiques ou les meilleurs chercheurs, entre guillemets, Mhm. sont ceux qui voient leur productivité augmenter de 25% quand ils sont aidés par l'IA. Tandis que les chercheurs les moins prolifiques, les moins experts dans leur domaine, en fait, voient leur productivité décroître avec l'adoption de l'IA. D'accord. Voilà. Donc, il faut faire aussi attention et être vigilant à ça, aux, ouais, aux inégalités que ouais, l'adoption de la technologie peut induire également. Ouais. Et Ouais, comment bah, réduire ces inégalités, ce qui est un sujet quand même un petit peu, ouais, un peu compliqué. Ouais. d'accord. Bah, ça semble une bonne façon de conclure que de recommander, du coup, de s'intéresser à ces outils-là et d'essayer de les comprendre et pour pouvoir les utiliser de la façon la plus efficace et la plus Ouais. intelligente possible, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Ok, bah écoute, merci beaucoup Valérian pour ton temps et pour tes explications très intéressantes. Ben, merci à toi hein, pour tes questions pertinentes et puis encore une fois pour l'invitation. Mais je te remercie avec grand J'espère que, plaisir. que tout ça fera sens pour tes auditeurs. Oui, 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 je le pense. Et puis peut-être même qu'on se reverra avec toi ou avec d'autres membres de ton équipe qui travaillent aussi sur les sujets qui sont liés à la santé Mhm. pour explorer et pour creuser certains sujets si tu le souhaites. Oui, bien sûr. Oui, j'ai pas mentionné mes collaborateurs, mais sur, par exemple, l'adversité et les stratégies comportementales, ça, c'est un travail qui est surtout conduit par Pierre Jacquet et Axel Battista, donc D'accord, de l'Institut de psychotraumatisme de l'enfant et de l'adolescent, que tu as mentionné d'accord. tout à l'heure. Voilà. Donc, je rends à César ce qui est à César et je mentionne leur nom, parce qu'ils ont quand même conduit ce travail, voilà, même avant moi, enfin, de manière plus D'accord, directe. très bien. Bah écoute, merci beaucoup. Et on ira voir avec eux si on peut continuer peut-être les débats du coup. Ça marche. Merci beaucoup pour ton temps et excellente journée à toi. Ouais, bonne journée à toi, ouais. Au Salut. revoir. Au revoir.
Si cet épisode t'a plu, merci de liker, de commenter, de partager et de t'abonner pour suivre les prochains épisodes. Ciao, merci.